Bonjour, bienvenue pour ce 6e cours. Donc, nous allons parler de simulation hamiltonienne et de ses applications. Donc, nous abordons la 3e partie du cours, donc, qui est dédiée vraiment donc, une algorithmique plus avancée, avec en ligne de mire certaines applications. Donc, on parlera de techniques qui peuvent servir pour l'apprentissage automatique. On abordera aussi les limites du calcul quantique, et puis des ouvertures, notamment pour un usage décentralisé de type Internet. Donc, le cours aujourd'hui est dédié à toute une série de techniques qui peuvent servir en simulation de systèmes physiques et aussi en algèbre linéaire accélérée. Et nous verrons dans le séminaire avec Jordanis Kerenidis comment utiliser ces techniques pour développer des algorithmes dits de machine learning. Alors, nous allons commencer par la simulation hamiltonienne. On peut se demander pourquoi on commence par la simulation hamiltonienne. Donc, pour deux raisons. La première, c'est qu'on va répondre à une des premières questions de Richard Feynman. Et la deuxième raison, c'est que c'est une brique de base importante pour l'algèbre linéaire et notamment la résolution de systèmes linéaires en quantique. Alors, effectivement, une des questions originales de Richard Feynman, c'est comment simuler un système quantique efficacement. Et la question qu'il avait posée, c'est est-ce qu'on pourrait le faire sur un ordinateur actuel, donc dit classique. Et donc après un long argument, il est venu à, non pas une preuve, mais une quasi-évidence qu'il y avait une explosion exponentielle du nombre de ressources pour simuler un système quantique, c'est-à-dire si on augmentait sa taille par 2, alors le nombre de ressources augmentait exponentiellement, alors qu'on voudrait que la simulation soit, si ce n'est linéaire, au plus quadratique, au polynomial, en la taille et le temps de simulation. Et il avait posé cette question, qui sert un peu de référence comme début de réflexion à ce que pourrait être l'informatique quantique, c'est est-ce que cette simulation pourrait être faite avec un nouveau type d'ordinateur qui manipulerait donc de l'information quantique. Et c'était donc, je vous rappelle, une remise en cause de la version dite algorithmique ou quantitative de la thèse de Church-Turing, puisque ce serait une machine qui pourrait résoudre des problèmes algorithmiques exponentiellement plus rapides que nos machines actuelles. La thèse de Church-Turing quantitative tendait à dire que tout modèle de calcul raisonnable serait simulable par un autre en temps polynomial, donc efficacement. Alors, voici le problème de simulation quantique. Donc, il nous faut le formaliser. Donc, on va y aller progressivement. Donc notre problème, on a comme donnée ce qu'on appelle un hamiltonien, c'est-à-dire une matrice hamiltonienne. Matrice hamiltonienne signifie cette identité, c'est-à-dire que si on la transpose et qu'on prend le conjugué de chacune de ces entrées, donc conjuguer les entrées pourront être complexes, alors on retombe sur la même matrice. Cette matrice est de taille a priori exponentielle. Si on travaille sur n qubits, alors la dimension est 2 puissance n parce que n qubits peuvent prendre chacun 2 puissance n valeurs. Alors, cette matrice est de taille exponentielle, mais elle est bornée, on va voir ce que ça veut dire. Mais le plus important, elle a une description compacte, parce que sinon on ne peut pas travailler, avoir une solution efficace. Et cette description compacte, elle doit être compacte, donc sans doute de taille polynomiale en n, par exemple n carré, n cubique. Et cette description permet de calculer chacun des coefficients de ma grosse matrice rapidement. Alors les coefficients, je vais les appeler indice UV pour ne pas confondre avec les complexes, que j'aurai souvent le complexe I. Et donc le but est de simuler l'évolution d'un système quantique régi par cet hamiltonien. Alors on n'est pas physicien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part d'un état, une superposition sur n qubits au temps 0, psi 0. On laisse évoluer l'hamiltonien pendant un temps t, ce qui veut dire qu'on applique cet opérateur et on obtient le système au bout d'un temps petit t. Alors cet opérateur est une exponentielle de matrice. Ici, j'ai une matrice, t c'est le temps et i c'est le nombre complexe. Et quand on fait l'exponentielle d'une matrice hermitienne multipliée par un scalaire imaginaire, donc i, alors on obtient une matrice unitaire. Donc là, on a bien une transformation unitaire quantique. Donc c'était la question de Feynman en 1981.
Et donc, une fois qu'on a fait cette simulation, ben, on peut observer, par exemple, la solution, mesurer l'énergie, plein de choses. Pourquoi on s'intéresse à ce type d'évolution? Parce que c'est la solution de l'équation de Schrödinger, que j'ai écrite ici, mais que je ne vais pas utiliser, c'est juste pour faire le lien avec la pratique. Et c'est la solution lorsque la constante de Planck est prise égale à 1. Okay. Donc les enjeux sont importants, parce que simuler la physique, bien sûr, permet mieux de la comprendre, faire des découvertes, et puis, bien sûr, faire de l'économie, parce qu'on n'a pas besoin de réaliser une expérience quantique potentiellement coûteuse. Donc les applications sont potentiellement multiples, et il y a d'autres possibilités que nous allons voir. Là, j'en ai mis quelques-unes. Mesurer les états, mesurer l'énergie d'un système, et on verra après des applications algorithmiques, comme la résolution d'un système linéaire. Donc ça, c'est notre problème, je vais le formaliser, mais avant, on peut se poser une question, que je trouve une très bonne question, que j'ai déjà entendue. Si on est en train d'essayer de simuler un système quantique avec un autre système quantique. Donc au fond, pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de donner l'hamiltonien et de demander à ce que l'ordinateur évolue selon cet hamiltonien directement? Et donc la réponse, c'est que justement, le paradigme de la programmation, c'est étant donné un système de portes de base ou d'hamiltonien de base, comment simuler un autre? Dit autrement, vous avez un système physique qui est régi selon certaines lois, comment simuler un autre qui est régi selon d'autres lois? C'est cette question qu'on se pose. Et donc, la simulation du premier système est peut-être, au fond, assez naturelle, presque directe. La simulation que nous allons construire, vu que nous sommes contraints par d'autres principes, d'autres règles, alors la simulation va être peut-être un petit peu plus compliquée, ne va pas être directe, mais nous arriverons à la même solution, au même état. Et donc le but, ça va être, étant donné un certain nombre de portes quantiques, comment simuler cet hamiltonien? Donc on voit déjà peut-être le problème, c'est qu'on a des portes qui décrivent des opérations unitaires, et de l'autre côté, on a une matrice hermitienne. On va faire passer de l'un à l'autre. Alors, je remodélise mon problème. Donc il y a deux variantes équivalentes. La variante veut dire plutôt quantique, l'autre plutôt classique, voire informatique. Donc on prend en entrée deux paramètres, c'est le temps et l'erreur. Et notre hamiltonien qui a une description petite que je vais appeler L. Et cette description nous permet de calculer une entrée, donc une coordonnée sous l'hamiltonien, en temps polynomial en la taille. Et en sortie, donc, j'aimerais, et j'ai cet état de départ, quel est l'état du système au début. Et donc, en sortie, je voudrais calculer donc l'état du système après un temps t, avec une certaine précision. Cette version est équivalente à la deuxième, où cette fois-ci, j'ai enlevé l'état d'entrée, et ce que je veux, c'est un circuit quantique qui approche cette unitaire. Donc, on a vu qu'une unitaire peut s'approcher avec des portes qui agissent localement sur 1 ou 2 qubits. Et bien là, cette unitaire est au fond m'est donnée par un hamiltonien. Et j'aimerais que cette description ne me coûte pas trop. Et mes paramètres, donc c'est T epsilon et la description de cet hamiltonien, la taille de la description de l'hamiltonien. Alors, la première réponse est au fond date de plusieurs années, donc 15 ans, et était déjà au fond assez bonne, puisque la réponse donc, de Seth Lloyd est qu'on peut répondre à ce problème en une complexité qui va être de l'ordre du temps au carré de simulation, et polynomiale, je fais exprès de ne pas donner les paramètres, en la taille de la description et 1 sur epsilon, epsilon la précision. Il y a eu depuis de nombreuses optimisations, et les dernières remontent à seulement quelques années, donc ce domaine est revenu un peu plus d'actualité. Et on peut apprécier ici que le temps est devenu linéaire, la dépendance en temps est linéaire. On reste polynomial en la description, et ça dépend de comment c'est décrit, donc je ne peux pas dire plus ici. Et la dépendance en l'erreur est logarithmique, donc ça c'est vraiment très bon.
Et les travaux actuels se concentrent maintenant sur les algorithmes de simulation pour des structures vraiment spécifiques, données, tel hamiltonien de tel système physique. Et là, il faut vraiment une connaissance physique pour travailler ici. Et il y a même des applications, parce qu'ici, l'hamiltonien est au fond une constante, une matrice constante. Parfois, l'hamiltonien peut dépendre du temps. Donc, il y a aussi des extensions possibles lorsque l'hamiltonien varie avec le temps. Un des exemples est le calcul adiabatique, mais je n'en parlerai pas. Donc nous allons donc présenter cette solution de Lloyd et on verra comment l'améliorer. Alors, la première difficulté, c'est qu'on pourrait dire, au fond, peut-être pas grand-chose à faire. L'hamiltonien est défini par une structure compacte. Je prends l'exponentielle moins i, cet hamiltonien, IH. J'ai toujours une structure compacte et j'ai qu'à trouver mon circuit avec les méthodes standards. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la simple raison, donc si je prends l'exponentielle de moins IH, je n'ai pas mis le temps ici pour le moment. Alors, je le développe en utilisant son développement de Taylor. Donc j'obtiens au début l'identité, tout va bien, moins IH, tout va bien. Si j'ai une description compacte pour H et identité, j'en ai une pour ces deux premiers termes. Ensuite, H carré, ça commence à se compliquer. On voit qu'on va faire multiplier des termes, H cube, H4, etc. Ça va être de plus en plus compliqué et on va perdre complètement la représentation compacte. Donc ça disparaît. Donc ce n'est pas si simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, on va considérer des cas de plus en plus difficiles pour arriver à la solution complète. Alors, le cas le plus simple, c'est lorsque H, notre hamiltonien, est tellement compact, c'est qu'il n'agit en fait que sur K qubits, 2, 3. Donc, au fond, on peut écrire notre hamiltonien comme un produit tensoriel d'une matrice qui agit sur K qubits et l'identité. La taille de cet hamiltonien, maintenant, est une matrice 2 puissance k fois 2 puissance k. Donc sa représentation, c'est 4 puissance k nombre complexe. Donc là, c'est au fond assez compact, tout va bien. Si k n'est pas trop gros, c'est compact. Et dans ce cas-là, donc, exponentielle moins IH est tout aussi compact. Donc c'est vraiment un très bon cas, parce que là, on peut appliquer un des résultats que j'ai mentionné dans le cours 3, c'est que n'importe quel unitaire sur k qubits peut se décomposer en un circuit qui utilise ce nombre de portes, donc en gros un nombre quasi linéaire en la taille de la matrice, k fois 4 puissance k. Donc tout se passe bien. Et ça, il y a un algorithme qui prend ce ton-là, qui va me décrire ce circuit. Donc dans ce cas-là, pour réaliser exponentielle moins ITH, il suffit que je fasse un circuit qui fait donc l'hamiltonien sur les k premiers qubits, et que j'itère ça t fois, parce qu'exponentielle moins ITH, c'est rien d'autre que exponentielle moins IH à la puissance t. Et j'obtiens un circuit de taille t, fois ce paramètre-là. On peut même le faire directement, au fond. On n'a qu'à faire directement un hamiltonien pour exponentielle moins ITHK, c'est possible aussi. Sauf qu'il faut reconstruire le circuit à chaque valeur de t. Ici, le circuit est construit une seule fois et je l'applique t fois. Ces deux approches sont tout à fait possibles, donc là, une solution simple. Donc on va commencer un cas un petit peu plus compliqué, qui est le cas quasiment général en fait. On va supposer qu'on ait une somme, une combinaison de plusieurs hamiltoniens, chacun n'agissant que sur k qubits. J'aurais pu mettre des coefficients ici, là je ne l'ai pas mis, je peux les intégrer. Et je vais supposer, et donc combien j'ai d'éléments ici? Donc j'ai une somme de plusieurs hamiltoniens qui agissent sur k qubits. Vous avez en tout n qubits, il faut choisir où est-ce que votre hamiltonien agit. Et là, c'est juste un peu de combinatoire, c'est au plus n puissance k. Donc si vous vous restreignez à des hamiltoniens qui agissent par exemple au plus sur 10 bits quantiques, alors vous avez dans cette somme un nombre polynomial en n puissance 10 de termes. C'est au fond une représentation assez compacte. Il suffit de décrire chacun des hamiltoniens qui agissent sur ces, par exemple, 10 bits quantiques, et au total, j'aurai donc une description polynomiale en n puissance k fois ces 4 puissance k. On peut même parfois s'intéresser, lorsque les hamiltoniens, bien sûr, décrivent des systèmes explicites qui sont contraints géométriquement. Par exemple, on peut faire interagir les qubits qui sont proches l'un des autres. Alors, le nombre de termes est souvent ramené à un nombre linéaire de termes dans cette somme. Donc, au fond, c'est vraiment petit.
Et je rajoute une contrainte ici, c'est que chacun de ces Hamiltoniens locaux sont bornés de norme O plus 1. Sinon, il faut adapter ce que je dis après, mais pour simplifier la vie de faire cette hypothèse. Donc voici notre contexte. On a une combinaison d'Hamiltoniens, tous bornés, et chacun agit sur O plus k bits. On pourrait étendre un petit peu, si supposer que on a une combinaison d'Hamiltoniens, et chaque Hamiltonien admet un petit circuit de taille polynomiale en n, lorsque je prends son exponentielle. Son exponentielle multiplié par un paramètre delta quelconque, dont on verra l'utilité plus tard. Donc tout ce que je vais dire sur ce cas K local se généralise ici lorsque j'ai une somme quelconque, lorsque chaque exponentielle d'Hamiltonien peut être réalisé facilement. Et donc la question, c'est comment, au fond, on a changé de problème presque. Ici, chaque Hamiltonien, grâce au transparent d'avant, je sais faire son exponentielle. Donc on peut presque commencer en supposons qu'on sait faire l'exponentielle d'un Hamiltonien. Comment faisons-nous l'exponentielle d'une somme d'Hamiltoniens? Alors il y a un cas simple, c'est lorsqu'ils sont tous 2 à 2 commutatifs. Lorsqu'ils sont tous 2 à 2 commutatifs, l'exponentielle va commuter. Et donc si l'exponentielle commute, l'exponentielle de moins ith, c'est rien d'autre que le produit des exponentielles où j'ai pas mis le t ici, donc exponentielle moins ih1, moins ih2, etc., et le tout à la puissance t. J'ai dit par hypothèse que chacun de ces termes avait un petit circuit qui les simulait. Donc, il suffit de faire répéter ces circuits autant de fois que j'en ai besoin. Donc, 1 par élément de ce produit, ça fait m. Je répète t fois, ça fait mt. Donc, c'est assez direct. Alors, bien sûr, en pratique, les Hamiltoniens ne commutent pas 2 à 2, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et donc, la première réponse a été donnée par Lloyd en 1996, par une formule produit que je vais expliciter. Il est intéressant de voir que les marches quantiques que j'ai présentées la semaine dernière ont été utilisées pour faire une simulation plus efficace. Alors, on voit plusieurs années après. Plusieurs combinaisons. Là, j'ai fait une combinaison assez simple, ont été utilisées. Et un cas particulier est intéressant lorsque ces Hamiltoniens sont aussi des matrices unitaires. Ensuite, il y a eu une approche qui mélangeait probabilité et état quantique. Toutes ces choses-là ont été un peu combinées entre elles. Donc, au lieu de combiner des matrices unitaires, on s'est mis à combiner des marches quantiques. Et puis, il y a une approche optimale en 2016 qui permet d'obtenir les paramètres, c'est-à-dire que j'avais annoncé, avec une simulation linéaire en le temps et logarithmique en 1 sur l'erreur. Donc, je vais présenter, moi, aujourd'hui, que la première étape. Et donc, l'idée, c'est ces formules dites de Lee, Suzuki et Trotter, qui est que même lorsque les matrices ne commutent pas, au fond, ce n'est pas si grave, on peut presque supposer qu'elles commutent un peu. Donc le premier dit que l'exponentielle de la somme de 2 matrices, si je divise par un scalaire suffisamment grand, ça sera, exponentielle A, c'est exponentielle A sur R à la puissance R, donc je vais découper exponentielle A en petits blocs, et après je vais alterner ces petits blocs entre eux, exponentielle A sur R, exponentielle B sur R, exponentielle A sur R, exponentielle B sur R. En faisant ça, je vais quelque part rétablir le fait que, je vais corriger le fait qu'elle ne commute pas. Donc ça va être différent que de exponentielle A fois exponentielle B. Mais quand je prends R qui tend vers l'infini, je vais converger vers l'exponentielle de la somme. Si je le fais qu'une seule fois, donc, on se rend compte que l'erreur est de l'ordre du produit des normes des opérateurs. D'où l'intérêt, et donc l'utilisation de ces deux égalités va permettre de
de montrer que c'est, enfin d'utiliser en pratique et de quantifier l'erreur. Donc ce que je veux dire rapidement, c'est que ce résultat, on l'applique sur ces termes ici. Alors l'utilisation donc en pratique, le premier, la plus simple, c'est que si je veux faire donc l'exponentielle de la somme, j'ai intérêt à diminuer la norme de cette somme le plus possible. Et donc si je la multiplie par... donc moi ce que je voudrais faire, c'est l'exponentielle de moins th, mais t est trop grand. Donc je vais prendre un pas de simulation, si vous voulez, qui est de l'ordre de r. Et donc si je prends l'exponentielle de moins th divisé par r, je vais supposer que ma somme est commutative. Et l'erreur que je vais faire, ici, vous voyez, elle fait intervenir le nombre de termes et mon pas de simulation, t sur r au carré. Et ce n'est pas si mal, parce que je pourrais supposer, moi je veux que tout ceci soit plus petit que epsilon. Okay. Alors bien sûr, moi ce que je veux simuler, ce n'est pas exponentielle de moins t sur rh, mais c'est exponentielle de moins ith. Donc c'est cette quantité à la puissance r. Donc si je fais cette quantité à la puissance r, donc là j'ai mon produit, je mets tout à la puissance r, mais l'erreur maintenant, elle va s'accumuler. Donc je ne peux plus diviser par r carré, je ne peux diviser plus que par r, parce que j'ai fait l'expression précédente à la puissance r. Donc je voudrais que ceci soit plus petit que epsilon, il suffit de faire le calcul, ça nous donne quelle est la valeur de r. Donc au final, on obtient quoi? On obtient un circuit qui est en m fois r, et quand je remplace, je vois une dépendance ici, donc qui est m cube t carré, donc je vois la dépendance en temps carré qui apparaît, 1 sur epsilon, des blocs, et chacun des blocs sont le coût pour calculer le circuit qui fait cette exponentielle, ce petit bloc. Donc au final, je me retrouve avec un circuit avec des petites pièces. Chacune de ces petites pièces, je sais les faire par hypothèse. Et mon erreur totale est epsilon, et le nombre de pièces dépend quadratiquement en temps et en 1 sur epsilon linéairement. C'est au fond assez simple, il fallait y penser. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut améliorer. Alors, on peut améliorer en utilisant les autres formules qui existent. Et donc, celle du deuxième ordre est assez jolie, je trouve. Donc, elle commence pareil. Donc là, je prends un pas de temps en t sur r. Ça commence exactement pareil, donc j'énumère les exponentielles des Hamiltoniens de 1 jusqu'à m, puis je continue, mais au lieu de le faire dans le même ordre, je fais dans l'ordre inverse. Donc ça, c'est assez astucieux de se rendre compte que juste faire ceci nous donne un contrôle sur l'erreur qui est meilleur. Alors effectivement, l'erreur, vous voyez maintenant, a une dépendance quadratique en r. Donc on met tout ensemble, on a un circuit qui maintenant a une dépendance en le temps t puissance 3 demi et racine carrée de epsilon. Donc c'est vraiment mieux. Et encore une fois, chaque bloc est implémentable par hypothèse. Et donc on peut continuer comme ça. Alors bien sûr, le coefficient devant ici augmente. Donc c'est une autre approche qui a permis d'avoir une dépendance linéaire en le temps et logarithmique en epsilon. Mais déjà ici, on se rend compte qu'il y a moyen sans doute de faire descendre le temps jusqu'à linéaire et epsilon jusqu'à log. Donc la solution quasiment optimale qu'on peut retenir, c'est une dépendance quadratique en le nombre d'éléments dans la somme, linéaire en le temps et logarithmique en epsilon. Et j'ai tous ces petits blocs qui sont les simulations de chacun des petits Hamiltoniens que je savais simuler par hypothèse. Alors, en pratique, une des applications qui sera importante pour nous, c'est que cela fonctionne aussi pour des matrices creuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une décomposition en plusieurs Hamiltoniens, mais on sait que notre gros Hamiltonien est creux. Et ce que ça veut dire creux? Ça veut dire que sur chaque ligne, il y a au plus S entrées non nulles, et il faut penser S comme étant polynomial en nombre de bits quantiques. Et il y a énormément d'autres travaux qui s'intéressent à d'autres types donc, de décomposition et d'encodage de l'hamiltonien. Donc je ne peux pas tous les aborder ici. Donc j'ai choisi de uniquement présenter ceci. Et maintenant de voir à quoi pouvaient servir
cette simulation d'hamiltonien au-delà du problème initial qui est donc la simulation de physique quantique. Alors, avant cela, donc, quelques directions, quelques applications. Donc là, donc dans ce cours, j'ai mis beaucoup de références que je vais mettre au fur et à mesure, si vous voulez un peu voir dans quelle direction la recherche va. Donc c'est des domaines de recherche très actifs. Comme vous pouvez voir, les dates sont assez récentes. Et j'ai fait vraiment qu'une sélection personnelle, sans doute biaisée, de certains travaux. Donc, comme je disais, la simulation optimale est globalement due à Lo et Chiang en 2016. Bien sûr, il y a toujours des travaux depuis en fonction de la représentation d'hamiltonien. Il y a des travaux intéressants pour les hamiltoniens dont la structure est très spécifique, correspondant à un système physique très spécifique, et on se rend compte qu'on peut faire encore mieux. Donc là, on parle aussi de real-time evolution. Et j'aime beaucoup cet article de 2018 qui compare un peu les différentes méthodes qui existent de simulation en pratique et essaye de voir un peu quelles sont les ressources nécessaires, peut-être à court terme, si on envisage une simulation sur les premiers prototypes de calcul quantique. Parce qu'effectivement, c'est un des domaines d'application qui pourrait émerger le plus rapidement avec les machines qui commencent à arriver. Et donc, dans cet article, j'ai mis un peu ce que moi j'en tirais comme message, c'est que la méthode la plus simple, c'est-à-dire celle que j'ai présentée, qui est en pratique pas optimale, mais qui, par sa simplicité, peut être peut-être une de celles qu'on pourra implémenter en premier, se comporte en pratique plutôt bien. C'est-à-dire que l'erreur est beaucoup, beaucoup plus basse que celle que j'ai démontrée dans le pire cas. Et donc, c'est ce que montre cet algorithme sur des hamiltoniens concrets. C'est très intéressant. Donc on voit qu'on est en train de préparer un peu l'utilisation en pratique de ces méthodes, alors qu'on n'a pas encore accès à la machine qui nous permet de la simuler, mais on le prépare. Donc je ne doute pas que le jour où cette machine arrivera, on aura des résultats très intéressants. Alors première application, non des moindres, c'est comment résoudre un système linéaire rapidement avec cette méthode. Alors, système linéaire, que veut dire résoudre un système linéaire? Vous le savez sans doute toutes. Nous avons une matrice à coefficient complexe ou réel. Donc, j'ai appelé ici de taille grand N fois grand N. Et nous avons un vecteur de taille grand N. Et on cherche une solution au système AX égale B. X étant lui aussi un vecteur taille grand N. Donc, j'ai explicité le système ici. Donc c'est un système avec grand N carré coefficient. Nous allons faire plusieurs hypothèses. La première, c'est que la matrice est inversible, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution X. Il y en a une et il n'y en a qu'une seule. La deuxième, c'est que la matrice est hermitienne. Je veux me recoller un peu à ce que j'ai fait avant. Alors, on peut dire que je commence à tricher. Alors je ne triche pas. À la première hypothèse, c'est possible de s'en sortir lorsqu'elle ne l'est pas, mais ça nous complique la vie. Et la deuxième, en fait, c'est très simple de montrer qu'on peut toujours, quitte à multiplier par 2 le nombre de variables, se ramener à un système lorsque la matrice est hermitienne. Donc je le montre ici. Le système est encodé par une matrice diagonale par bloc. J'ai A en haut à droite et le conjugué adjoint, le conjugué transposé en bas à gauche. Et je remplace mon vecteur B par B0 et la solution, la forme 0x, où x c'est la solution que je cherche. Donc c'est très élégant, c'est très simple. Donc, à partir de maintenant, je suppose que A est hermitien. Alors, c'est quelque chose qui se fait en pratique. Pourquoi? Alors, d'abord, bien sûr, il y a des solutions, on utilise tous les jours, hein, on résout ce type de système. Donc, la méthode vue peut-être à l'école, c'est un nombre d'opérations qui est cubique en la taille du système, donc en le nombre de variables. Si on utilise des algorithmes de multiplication rapide, on peut faire mieux. Hein. Là, c'est le meilleur exposant connu actuellement, donc n puissance 3,73. En revanche, il y a un coefficient ici qui est très 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 grand, donc souvent ceci est mieux. Et j'ai parlé tout à l'heure de matrices creuses, donc regardons un peu ce qui se passe pour des matrices creuses. Donc lorsque j'ai au plus S éléments par ligne qui sont non nulles, alors je peux remplacer un des n par S.
Alors, j'ai dit que je supposais que A est hermitienne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il y a des méthodes approchées qui existent, qui sont très bonnes et utilisées en pratique. Donc, l'intuition qu'il y a derrière ces méthodes, déjà, on pourrait simplement utiliser le fait que la matrice est hermitienne. Donc, une matrice hermitienne veut dire qu'elle est diagonalisable dans une base qui est orthogonale, orthonormée. Donc, c'est très agréable. Donc, alors ça, c'est quelque chose dont je vais me servir dans le reste de l'exposé, donc autant le dire là, puis le comprendre dans le cas classique, c'est le plus simple. Donc, ma matrice a des vecteurs propres, j'appelle VJ, et des valeurs propres, j'appelle lambda J. Okay. Alors, la solution de x qui satisfait donc AX égale B, donc x égale A moins 1 fois B, et A moins 1 a pour valeur propre 1 sur lambda J. Et du coup, il est facile de calculer les coordonnées de la solution dans la base VJ. Et effectivement, dans la base VJ, les coordonnées, c'est 1 sur lambda J fois les coordonnées de B. Les coordonnées de B, c'est simplement le produit scalaire entre le vecteur propre et B. Donc là, il y a presque une méthode un peu directe, rapide, même linéaire, une fois, bien sûr, qu'on a trouvé les vecteurs propres. Il faut les trouver. Donc là, j'ai un peu tourné en rond. Et la variante approchée permet de proche en proche de se débrouiller sans calculer les vecteurs propres. Donc c'est très joli. Et elle existe en classique, c'est une méthode qui existe, qui s'appelle la méthode de gradient conjugué. Donc, elle va nous fournir une solution avec une erreur relative epsilon. C'est exactement ce que je veux faire, en fait. Un temps, alors là, on trouve des termes qu'on va revoir assez longtemps, qui est linéaire en la dimension, linéaire en ce paramètre qui exprime que la matrice est creuse, donc au plus S éléments non nuls par ligne, kappa, donc un nouveau paramètre qui caractérise un peu la difficulté de l'inversion de ma matrice, et logarithmique en l'erreur. Okay. Alors kappa, c'est important, c'est la norme de ma matrice fois la norme de l'inverse de la matrice. Donc ici, c'est la norme d'opérateur standard. Et ce qu'il faut retenir, c'est simplement que c'est la plus grande valeur propre en module divisée par la plus petite valeur propre en module. Donc c'est un peu l'écart de magnitude entre la plus grande valeur propre et la plus petite. Alors, voilà, retenez bien cette expression, donc linéaire en n, et après j'ai ce sk log de 1 sur epsilon. Et donc, voici ici une référence. Il y a des améliorations, donc parfois d'autres quantités sont utilisées que ce nombre kappa, le nombre de conditionnement ou le préconditionnement, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fait parfois? Parfois, la matrice A est supposée beaucoup plus que hermitienne, elle est supposée aussi positive, c'est-à-dire que toutes ses valeurs propres sont réelles positives. Oui, je n'ai pas dit que les valeurs propres de la matrice sont réelles parce qu'elle est hermitienne, ou si en plus je suppose qu'elles sont positives, et bien en fait ici le n peut être remplacé par racine de n. Donc on voit qu'il y a quand même tout un champ de recherche où on fait beaucoup mieux que les solutions exactes ci-dessus. Alors maintenant, on aimerait faire pareil en quantique, et en fait, on aimerait se débarrasser du n, c'est-à-dire avoir une solution en temps sous-linéaire. C'est un peu surprenant, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas le temps de lire le système. Donc il faudrait qu'il y ait un encodage particulier du système. Alors, l'idée, c'est d'utiliser le fait que la dimension de l'espace des superpositions sur petit n qubits est exponentielle, il est en 2 puissance n. Donc on va encoder un vecteur de taille grand N sur petit n qubits, où donc je vais supposer ici que mon grand N est une puissance de 2 puissance n. Et donc je vais utiliser chacune des amplitudes de mes n qubits pour mettre une coordonnée. Donc ce que j'ai fait ici, donc là je fais une somme qui va sur tous les entiers de 0 à n-1, ou dit autrement, c'est la même chose, c'est l'encodage binaire, sur tous les n bits. Et je mets donc mon état ici j, qui encode un entier, et je mets la coordonnée ici de z,
sa jm coordonnée. Donc là, on voit que j'ai encodé un vecteur classique en un vecteur quantique et qui utilise du coup beaucoup moins de dimensions. Donc là, je suis en dimension petit n. Alors, deux choses à dire. La première, c'est que ce vecteur n'est pas normé. Si je fais des superpositions quantiques, il faut que tout soit de norme 1. Rien ne me dit que la somme des zj carré égale 1. Donc il faut que je normalise. Donc j'ai remis ici quelle était la norme euclidienne. La deuxième chose, c'est donc déjà, il n'est pas évident de faire cet encodage, de transformer z en zj. Alors bien sûr, je peux le faire en temps 2 puissance n, mais c'est un petit peu trop. Et la deuxième chose, c'est une fois que j'ai fait cet encodage, si je mesure cet état, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens j, je n'obtiens pas zj. Donc quelque part, j'ai un peu perdu le zj. Donc en fait, je vais observer j avec une probabilité qui va dépendre de l'amplitude zj. Donc je change un peu les règles du jeu. Donc quel est maintenant le problème que j'ai envie de résoudre? Donc ça s'appelle la variante quantique du problème. Donc, je ne vais pas exactement résoudre mon système linéaire, mais je vais résoudre sa variante quantique. Donc il faut être clair à ce sujet. Donc je considère au fond un autre problème. Donc j'ai une matrice A qui est de taille 2 puissance n, fois 2 puissance n. J'espère avoir une description très compacte de cette matrice, par exemple elle est creuse. J'ai un circuit quantique qui me permet de produire la superposition de mon vecteur B, donc l'encodage quantique. Et pareil, j'espère que ce circuit quantique est petit. Et ce que je veux en sortie, c'est un circuit quantique qui va me produire la solution, ou au moins quelque chose qui est proche de la solution. Donc pareil, l'encodage quantique de la solution. Donc voici le problème que je veux résoudre. Étant donné une matrice, un circuit qui me produit l'encodage quantique de mon vecteur B, un autre circuit qui va me produire l'encodage de la solution. Donc là, on ne pense plus en classique, on pense en quantique. En fait, c'est un système linéaire entre superpositions. Alors, quelles hypothèses je fais? Un peu les mêmes que tout à l'heure. A est inversible, et en fait, même A est hermitienne. Et je vais supposer que la plus grande valeur propre, juste pour me simplifier la vie, la plus grande valeur propre est 1. Et donc le nombre kappa de tout à l'heure me dit qu'en fait, la plus petite valeur propre est au moins 1 sur kappa. Donc elle n'est pas trop petite. C'est à ça que se sert ce nombre kappa. Et je vais aussi supposer que j'ai au plus S éléments non nuls par ligne. Donc on est prêt. Et donc je vais bien sûr faire intervenir à un moment ce qu'on a fait avant. Mais essayons de voir d'abord dans quel cas, au fond, ce problème est simple. Il faut qu'on s'habitue un peu à considérer quantiquement ce problème. Alors le premier cas, c'est lorsque la matrice A est déjà unitaire. Donc je l'ai évoqué, mais dans certains cas, effectivement, une matrice hermitienne est aussi unitaire. Ça se produit sur des Hamiltoniens. Pourquoi pas là? Donc supposons que A est en fait unitaire. Alors, dans ce cas-là, quelque chose d'assez magique qui a l'air d'être trivial ici, c'est que l'encodage quantique de X et de B satisfont la même équation. Alors, ce n'est pas du tout évident, et ça fonctionne ici parce que A est unitaire, et donc en particulier, la norme de X égale la norme de B. Ça, c'est très important. Et donc, la solution directe, que je suppose que j'ai une description compacte pour ma matrice, donc si j'ai en particulier un circuit qui me permet de construire A, nous avons déjà vu que nous avons un circuit qui me permet de faire l'inverse de A. Il suffit, alors là j'ai fait un tout petit exemple, si ça c'est le circuit pour A, donc je le lis normalement de gauche à droite, le circuit pour l'inverse de A, il suffit de le lire de droite à gauche, et on remplace chaque porte par son inverse. Alors il y a des portes qui ont le bon goût d'être leur propre inverse, donc comme le Hadamard, le contrôle note, et la rotation, là, il faut que je remplace son angle par l'opposé. Donc c'est très simple. Donc, dans le cas précis où la matrice est unitaire et que j'ai un circuit pour cette matrice, c'est très simple de résoudre le système au sens quantique. Alors maintenant, bien sûr, en général, A n'est pas unitaire. On a vu qu'il y a une approche classique qui consiste à regarder les vecteurs propres et les valeurs propres.
Donc supposons qu'au fond, ma matrice est déjà diagonale. Déjà diagonale dans la base classique. Donc j'ai de la chance. Donc c'est une matrice diagonale en lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Donc, qu'est-ce que l'on cherche à faire? On part d'une superposition qui est l'encodage de B, qui m'est donné par mon circuit, et je veux arriver à une superposition qui est l'encodage de X, c'est-à-dire l'application de A-1 appliqué à B. On ne peut plus dire que c'est A-1 fois B, c'est faux, mais c'est l'encodage de la solution. Alors, qu'est-ce que c'est en particulier? Je sais que comme A-1, B a pour coordonnées BJ et A est diagonale, donc A-1 est aussi diagonale avec les valeurs propres 1 sur lambda J. Du coup, la coordonnée en J, c'est plus BJ, c'est BJ divisé par lambda J. Ça, c'est la solution. L'encodage, c'est donc ça, mais normalisé. Alors, normalisé, c'est là que les choses se gâtent un peu, parce que la norme, ça va être cette chose-là, un peu compliquée, qui est donc différente que la norme de B, bien sûr. Alors, je rappelle que les lambda J sont entre 1 et 1 sur kappa en module. Donc, ce que je voudrais faire, c'est cette opération-là. Donc, en quantique, ce qui est agréable, c'est qu'il suffit de se concentrer sur un vecteur. Par exemple, si je pouvais la faire, cette transformation sur J, par linéarité, je pourrais la faire pour tous les vecteurs J. Donc, essayons de la faire pour un vecteur de base. Alors, cette opération que je veux faire, J s'en va sur 1 sur lambda J, J. Alors, ce qui n'est pas bon du tout, c'est que ce n'est pas du tout unitaire, bien sûr. C'est ça notre problème. Alors, il va falloir se débrouiller. Et ici, la grande idée, c'est de rajouter un bit, donc d'encoder notre transformation non unitaire en une plus grosse qui est unitaire. Donc je rajoute ici un bit, et je dis maintenant que je veux envoyer mon état J0 sur J0 où j'ai divisé par ma valeur propre, c'est ce que je veux faire, et maintenant je dois corriger. Alors je dois corriger pour que mon vecteur ici soit de norme 1. Donc vous rappelez, les valeurs propres sont plus petites que 1 en module. Donc cette amplitude est plus petite que 1. Donc je dois rajouter quelque chose ici qui compense le fait que je ne suis pas de norme 1. Il suffit de calculer, c'est la racine carrée de 1 moins lambda J. Et cette transformation est maintenant unitaire parce qu'elle envoie un vecteur de norme 1 sur un vecteur de norme 1. Donc il suffit de faire ça. Est-ce que c'est compliqué? En fait, non, il suffit de faire une rotation. Je n'ai pas dit ce que je devais faire sur J1. Donc j'ai le choix total d'implémenter n'importe quelle transformation unitaire qui, en particulier, sur J0 fait ceci. Simplement une rotation d'un certain angle. Donc le cosinus de cet angle est 1 sur lambda J. Donc je peux le faire. Une rotation sur un bit quantique, il n'y a pas de difficulté. Je vais y arriver. Alors, vous vous souvenez, je m'intéresse à une solution avec précision epsilon. Donc là, il faut faire attention, il faut que la précision soit suffisamment bonne. Et donc, à cause du nombre kappa, qui nous dit à quel point ce nombre peut être petit ou grand, alors la précision nécessaire est epsilon sur kappa. Donc, il existe un circuit qui va donc, puisque je peux faire pour chacun d'état, il y a un circuit qui va me permettre de faire tout ça sans problème lorsque j'ai une superposition. Et donc, si je peux le faire sur la superposition, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé le problème que je voulais, c'est que en partant d'un vecteur d'un encodage de B, je vais donc sur une superposition qui fait ce que je veux sur une partie et plus ce que je ne veux pas sur une autre. Donc ce que j'aimerais, c'est me débarrasser de cette partie-là. Okay. Alors si déjà j'observais, qu'est-ce qui se passerait? Je verrais 0 avec une certaine probabilité. Et dans ce cas-là, on le sait,
donc si je faisais une mesure partielle ici, j'observe 0 avec une certaine probabilité. Et dans ce cas-là, on le sait, on a vu ça dans les premiers cours, qu'une mesure partielle nous projette ce qu'il reste de façon compatible. Donc ce qu'il resterait, c'est exactement la somme des BJJ divisée par lambda J avec une renormalisation. Donc si ça se trouve, j'observe très souvent 0. Si ça se trouve, j'ai de la chance. Donc ici, on regarde la probabilité d'observer 0. Alors la probabilité d'observer 0, on calcule. Hein, donc il va falloir que je divise par la norme et que je regarde l'amplitude, la norme de ce vecteur-là. Et bien, chaque coordonnée, c'est BJ sur lambda J. Donc je fais la somme de ces amplitudes au carré. Et par magie, je me rends compte que c'est au moins 1 sur kappa. Okay. Donc, c'est pas 0 déjà, c'est pas trop petit, c'est 1 sur kappa. Donc, ça, c'est l'amplitude. Donc, la probabilité d'observer 0, c'est 1 sur kappa carré. Donc, combien de fois faut que je répète? En moyenne, vous avez quelque chose qui réussit avec probabilité 1 sur kappa carré. C'est une pièce que vous lancez à pile ou face qui tombe du beau côté avec probabilité 1 sur kappa carré. Il suffit d'itérer kappa carré fois. Donc, ce n'est pas si mal. Est-ce qu'on peut faire mieux que kappa carré? Il faut se souvenir du cours de la semaine dernière. On a vu qu'on pouvait amplifier de façon quantique. Quand on a un processus qui réussit avec une certaine probabilité, ici c'est donc 1 sur kappa carré, on peut l'itérer avec l'amplitude d'amplification ou l'algorithme de Grover en itérant que 1 sur kappa fois. Et donc c'est ce qu'on peut faire. Donc on fait l'amplitude d'amplification sur ce processus et kappa itération suffisent. Okay. Donc on voit ici qu'on met quand même plusieurs pièces ensemble, donc le cours la semaine précédente, un peu d'ingénierie ici, hein, sur comment se dépatouiller, c'est quand même une grande idée, mais c'est pas si simple, et on n'a fait que le cas matrice diagonale. Alors heureusement, la suite n'est pas beaucoup plus compliquée. Donc maintenant, A est thermicien. Donc A, j'aime cette notation, donc elle ne diagonalise plus en base standard de calcul, mais dans une autre base. Et une manière de l'exprimer, c'est que dans la base des psi j, eh bien, la diagonale est lambda j. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait réaliser maintenant? Il suffit juste de remplacer j par psi j. Donc, on va voir à quel point cela est réalisable. Donc, on aimerait réaliser exactement ce qu'on a dit avant, mais j'ai remplacé mon psi j par j. Et tout devrait fonctionner. Tout le reste, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, quelle est la difficulté? Déjà, je ne connais pas psi j. Deuxième difficulté, c'est une superposition. Donc, à chaque fois, tout ce que je faisais en disant, voilà, j'ai mon j, donc je peux calculer le lambda j, et je vais maintenant faire la rotation, ça va être difficile. Alors, la première remarque, c'est qu'au fond, je n'ai pas besoin de psi j, mais j'ai besoin de lambda j. Donc, j'ai besoin de montrer que je sais réaliser cette opération, parce que par linéarité, cela me montrera que je peux réaliser la transformation que je veux partout, mais je n'ai pas besoin de connaître explicitement le psi j. En revanche, lorsqu'on me donne un vecteur propre, j'ai besoin de la valeur propre. Et ça doit nous rappeler l'estimation de phase qu'on a vue juste avec l'algorithme de Shor, et puis qu'on a revu aussi un peu la semaine dernière. Alors, je vous rappelle, donc là je remets l'estimation de phase, et j'ai pris une forme un peu plus compacte de ce qu'on avait vu, et un peu plus optimisée. Donc j'ai une superposition qui est justement un vecteur propre d'une transformation unitaire, donc unitaire ici, et donc si c'est un vecteur propre, ça veut dire que la valeur propre associée est un nombre complexe de module 1, parce que ma matrice est unitaire, et donc peut s'écrire exponentielle i alpha. Et mon but, c'est de trouver alpha. Et on a accès, bien sûr, à V, à cette transformation unitaire. On y a accès de façon un peu surprenante, mais pas compliquée si on sait réaliser V, au fond. C'est qu'on sait faire ce qu'on appelle les
CTRL-V à une puissance, donc que je note CTRL-V à la puissance grand T. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si, en fait, je mets devant ma superposition un paramètre petit t qui est au plus grand T, alors je vais arriver à appliquer mon opérateur V t fois. Alors la contrainte, c'est que T doit être borné par grand T. Alors, il est possible de démontrer qu'il y a un circuit qui utilise au fond très peu de portes à 2 qubits, donc de l'ordre de 1 sur epsilon, et qui utilise une fois cette superbe porte CTRL-V à la puissance T, donc je l'ai symbolisé ici. Donc j'ai même écrit le circuit là. Et en sortie, je vais avoir effectivement une approximation de mon nombre alpha. Le circuit est très simple. Donc on écrit sur le registre où j'ai mon T, va me servir à calculer les puissances successives en fait, de mon opérateur V sur psi. Je vais faire une transformée de Fourier inverse, mais ce coup-ci modulo un certain entier, et je vais obtenir mon alpha avec certains bits de précision. Et cet entier est 2 puissance m, où 2 puissance m est égal à 1 sur ma précision, 1 sur epsilon. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est au fond que c'est facile de lire la valeur propre associée à un état propre étant donné une transformation unitaire. Et c'est presque ce qu'on veut. Alors c'est presque ce qu'on veut, donc on va faire ça. On aimerait, étant donné mon ψj, mon A, calculer la valeur propre lambda j. Alors il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ce qui ne va pas, c'est que A n'est pas unitaire. A, j'ai dit que c'était hermitienne. On a supposé le cas unitaire tout à l'heure, mais on ne le suppose plus maintenant. Donc A n'est pas du tout unitaire, elle est hermitienne. Et c'est là qu'on recolle avec le début du cours. A n'est pas unitaire, mais exponentielle IA est unitaire. Donc je n'ai pas mis exponentielle moins IA, parce que je n'ai pas besoin du moins ici. Donc exponentielle IA est unitaire. Et on peut simuler exponentielle IA si, en gros, on a une description compacte de A, c'est ce qu'on a vu au début. Et en particulier, si A est creuse, avec O plus S éléments non nuls par ligne, les choses vont bien se passer. Donc je ne rentre pas ici dans les détails de comment est-ce qu'on simule exponentielle de IA, mais je vais supposer qu'on sait le faire. Et en revanche, toutes les applications vont s'intéresser à ça, comment simuler exponentielle de IA. Et ce n'est pas si mal, parce que exponentielle IA a effectivement les mêmes vecteurs propres, ça on peut le vérifier, hein, c'est très facile à vérifier. Si ψj est vecteur propre de A, eh bien, il est aussi vecteur propre d'exponentielle IA. Et quelles sont les valeurs propres? Eh bien, si lambda j est valeur propre de A, exponentielle de I lambda j est valeur propre d'exponentielle IA. Et c'est très bien parce que, au fond, c'est encore mieux parce que l'algorithme d'estimation de phase va me permettre de lire la phase, donc de lire le lambda j. Donc au fond, c'est plutôt une bonne situation. Donc si je mets tout ensemble, voilà où j'en suis. J'ai mon état initial, donc mon ψj, mon vecteur propre. J'estime la phase de ce vecteur, de la valeur propre de ce vecteur sur l'exponentielle de la matrice, et je vais lire la phase lambda j. Alors bien sûr, là j'ai simplifié, en fait je lis une approximation de la phase. Et pareil, il me faudra une approximation de l'ordre de epsilon kappa sur kappa. Maintenant que j'ai ma valeur propre, je vais pouvoir faire ma rotation de tout à l'heure. Et on va savoir la faire assez facilement, comme tout à l'heure, vu que c'est une rotation sur un seul qubit, et il faut une certaine précision. Alors, ok, c'est bien, mais maintenant j'ai quand même cette valeur propre dont je ne voulais pas, donc il faut l'enlever. Donc comment est-ce qu'on enlève? On inverse le calcul d'estimation de phase. Donc là, j'ai pareil, je supposais que tout se passe bien et qu'on revenait exactement sur 0. En fait, on revient à peu près. Et je me retrouve exactement dans la situation de la matrice diagonale. Donc la même chose, il faut amplifier maintenant. Donc voyons une vue maintenant totale, la plus grande possible. On commence par que des zéros. On fait la création de mon vecteur, B, qui paramètre mon système. Je fais l'inversion partielle que je viens de décrire.
qui va m'amener vers la solution de mon système en superposition, l'encodage de la solution quantique, avec un certain coefficient, plus quelque chose que je ne veux pas. Et j'ai la garantie que ce coefficient est au moins 1 sur kappa. Donc, si je m'arrêtais là, j'ai une probabilité 1 sur kappa carré d'avoir la solution. Et si je ne l'ai pas, il faut que je recommence. Je fais une amplitude d'amplification, et il suffit de le faire kappa fois. Je fais kappa fois ce circuit, et ce circuit, maintenant, il faut tout mettre ensemble. Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé kappa fois l'estimation de phase. L'estimation de phase, j'en ai besoin avec précision epsilon sur kappa, donc ça va me faire un coût qui est en kappa sur epsilon. Kappa epsilon, itération de mon opérateur unitaire, qui est l'exponentielle de IA. Donc j'ai besoin de simuler exponentielle de ITA avec t de l'ordre kappa sur epsilon. J'ai aussi besoin, par exemple, de créer kappa copie de mon vecteur B. Donc il va falloir que je recrée cette copie plusieurs fois. Donc là, j'ai essayé de synthétiser le résultat. Donc kappa carré sur epsilon, simulation de mon exponentielle, kappa création de B, et un certain nombre de portes à 2 qubits. Les meilleures simulations actuelles donc, font mieux que ça, parce qu'il y a des meilleures simulations, entre autres, pour résoudre le système hamiltonien. Et donc, au final, on obtient une dépendance qui est linéaire en kappa, linéaire en S, et des facteurs polylogarithmiques. Alors, j'en dis pas plus, que tout ça dépend du problème, dépend de la modélisation. Il y a plein d'autres résultats qui s'intéressent à d'autres paramètres que ce kappa. Donc là, on est à un champ de recherche très vaste, où en fonction de l'application que vous avez en tête, ce que vous avez faire, vous introduisez de nouveaux paramètres, et en général, on a beaucoup de paramètres ici. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que la dépendance en la dimension du système est logarithmique, en grand N. Application. Donc, on sait résoudre les systèmes linéaires. On a l'impression qu'on va pouvoir faire énormément de choses. Alors, c'est peut-être pas... Alors, oui et non. Donc, dans les applications, nous allons voir rapidement qu'on peut... Partout où la l'algèbre linéaire intervient, on va pouvoir faire quelque chose sur les versions quantiques de ces problèmes. Donc, on peut le faire sur les équations différentielles linéaires, les équations différentielles au dérivé partiel, en optimisation, en machine learning, etc. Et donc là, le séminaire du cours va nous développer cette partie-là en particulier. Alors la difficulté, c'est qu'on a changé de problème. On résout maintenant un système quantique. Donc se pose la question déjà de comment réaliser l'encodage quantique de cette matrice, l'encodage quantique de mon vecteur B, et puis inversement, que faire avec cette superposition de X? Que faire avec cet encodage quantique de la solution? Alors, ce problème, je ne me le suis pas posé dans le cas de la simulation hamiltonienne, mais c'est vrai aussi, la simulation hamiltonienne, en sortie, on n'a pas le vecteur psi coordonné par coordonnée, on a la superposition psi, mais ça correspond à l'état quantique du système, et généralement, l'observer ou faire des opérations quantiques vont nous apprendre beaucoup de choses. Il n'est pas dit qu'ici, que l'observation de X nous donne quelque chose. Donc il va falloir travailler. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut essayer de reconstruire petit à petit les coordonnées de X. En fait, on peut le faire. C'est intéressant. Donc, une approche a permis de démontrer qu'on pouvait, comme il y a en gros de l'ordre de n coordonnées, il va falloir grand n coordonnées, il va falloir un temps de l'ordre de grand n. Et effectivement, c'est à peu près optimal. Donc, on va pouvoir retrouver toutes les coordonnées une par une. Sauf que maintenant, j'ai un facteur grand n. Donc, il faut voir quand est-ce que c'est plus important, plus intéressant ou pas. Donc on verra, en particulier dans le cours, que parfois, effectivement, c'est plus intéressant. Et le vrai challenge, c'est peut-être de ne pas nécessairement retrouver les coordonnées, mais d'utiliser cette superposition quantique pour apprendre quelque chose de la structure globale de la solution. Et j'ai envie de dire qu'un des succès du machine learning classique était en partie empirique. Donc il faudrait voir si empiriquement cette approche est utile, et pour ça il nous faut un ordinateur quantique. Peut-être que sur les prochains prototypes on pourra faire quelque chose. Donc ce que je ferai dans le temps qui me reste,
même un peu moins, je vais montrer comment justement il est parfois possible de, sans nécessairement décoder la solution, arriver à réutiliser cette algorithmique de résolution de système linéaire pour faire d'autres tâches. Et je vais m'intéresser aux équations différentielles. Alors je vais effectivement quand même regarder la variante quantique de cette solution, mais à aucune étape je vais avoir besoin d'observer, alors que je vais appliquer plusieurs fois le système de résolution d'équations linéaires. Donc je veux résoudre une équation différentielle là, très simple, coefficient constant. Donc de la forme, hein, donc j'ai x, un vecteur à n coordonnées qui dépend du temps, et la dérivée par rapport au temps s'exprime en fonction de x à x plus b. Et j'ai une condition initiale. Donc je connais la description de mon système au temps t égale 0, et je vais avoir la description de mon système au temps t, sachant que x doit suivre cette équation différentielle. Alors, la première solution a été donnée par Berry en 2014. Donc, on a envie de faire apparaître un système linéaire. Donc, la méthode standard, c'est de linéariser l'équation différentielle. Donc, c'est du calcul numérique. Et là, on ouvre un peu la voie au calcul numérique. Et donc, il suffit d'introduire un pas de discrétisation, que j'appelle h, et d'approcher la dérivée par l'écart de variation de la solution divisé par ce pas. Et donc, on obtient une équation linéaire maintenant, qui est que la valeur au temps t plus h dépend linéairement de la valeur au temps t. Alors, regardez pas tout de suite ce qui est en dessous, mais si on cherchait à résoudre ce système de proche en proche en utilisant la version précédente, alors bien sûr son encodage quantique, il faudrait faire combien de résolutions système linéaire? Autant que j'ai introduit deux pas. Donc je vais de 0 à t avec un temps h, donc ça serait en t sur h. Et puis l'accumulation des erreurs, etc., nous amènerait en fait à une simulation en temps t carré. Donc là, on va faire un peu mieux. Et c'est assez joli, donc, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin, au fond, de calculer de façon séquentielle, mais on peut utiliser un peu une version parallèle en superposition de cette approche. Donc on va écrire plutôt que de regarder ce système en dimension n, on va écrire un système en dimension beaucoup plus grande. Donc nt divisé par le pas de la discrétisation. Alors on va dire que j'ai multiplié mon système, oui, mais comme j'ai une dépendance logarithmique, ce n'est pas trop grave. Et voici le nouveau système. Donc on voit que dans ce système apparaît souvent la matrice identité. Ici, la matrice A multipliée par le pas de calcul. Ici, j'ai la solution aux différents pas de calcul que je ne connais pas. Et à droite, heureusement, je n'ai pas les solutions précédentes, j'ai que la condition initiale et en gros le vecteur de translation B. Et résoudre ce système, en fait, ce système a pour solution, comme je l'ai dit là-haut, tout le spectre d'évolution de mon X du début jusqu'à la fin. Alors on peut améliorer un petit peu le système si on veut donner plus de poids à la solution finale, mais ça c'est du détail. Et maintenant, lorsqu'on met tout en place, on va avoir une simulation qui va être donc logarithmique en la dimension, donc c'est très bien. Mais il y a ce fameux nombre kappa. Et là, le nombre de kappa de toute cette matrice, on peut l'exprimer en fonction du nombre de kappa de A. Mais il faut que je paye un petit peu le fait que j'ai répété plusieurs fois A, que je multiplie par H essentiellement. Et donc, je vais le payer ici, donc, par un facteur T sur H. Mais ce qui est joli, c'est que j'ai une simulation qui va être linéaire en le temps et plus quadratique. Alors ça, depuis, ça a été amélioré. C'était appliqué à plein d'autres équations, y compris à des coefficients non constants et des équations non linéaires. Mais l'idée ici, je trouve, est très jolie et intéressante à voir une fois. Alors maintenant, je voudrais
parler des améliorations des extensions, ou plutôt citer les directions. Bon, on a appris assez de choses aujourd'hui. Donc, je vais mentionner encore une fois plusieurs directions assez récentes, et la sélection est personnelle, donc biaisée. Donc, concernant la résolution du système linéaire, eh bien, comme pour la simulation hamiltonienne, donc on a pu avoir une dépendance vraiment très fine maintenant, et qui dépend à chaque fois de comment est encodée la matrice. Donc il y a eu plusieurs travaux. Ce qui est intéressant, c'est que la dépendance en l'erreur en fait, est logarithmique. Il est intéressant qu'il y a aussi une extension pour les matrices qui ne sont pas creuses. Et j'ai voulu citer ce travail fait par un collègue, Benoît Valiron et ses co-auteurs, qui, Benoît, donc, développe un langage de programmation et s'intéresse aux ressources utilisées de façon concrète. Donc, il a son compilateur, il peut compter le nombre de portes, etc. Et donc, il y a cette étude où, dans un cas particulier, donc résoudre un système linéaire avec une application particulière en tête, il a calculé le nombre de ressources nécessaires. Donc, on voit ce genre de travaux qui émergent justement en préparation d'utilisation à plus ou moins terme sur les calculateurs qui arrivent. En algèbre linéaire, et bien, une fois que bien sûr il y a résolution de système linéaire, on peut faire beaucoup de choses. J'ai cité quelques travaux récents qui s'intéressent donc à tout un tas de transformations basées sur les valeurs propres, de façon générale, d'une matrice. L'inversion d'une matrice consiste en gros simplement à transformer les valeurs propres en leur inverse, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Et puis un autre travail intéressant qui s'intéresse à comment encoder notre système de façon à pouvoir calculer ensuite rapidement dessus et à faire ces transformations. Il y a une approche récente qui est intéressante l'année dernière, complètement orthogonale, qui montre que dans certains cas, lorsque le système a une bonne structure, sans doute qu'on peut prendre une approche complètement orthogonale qui nous permet d'inverser explicitement la matrice si on a explicitement la solution. Donc ça, c'est une approche assez récente que sans doute aura d'autres applications importantes. Concernant les équations différentielles, donc, je vous ai présenté rapidement l'approche de 2014. Il est intéressant que d'autres approches ont été développées pour d'autres techniques de résolution. Donc, si vous connaissez un peu d'analyse numérique, on parle de méthodes d'éléments finis, par exemple. Il y a aussi eu un article donc, qui améliore la dépendance sur les paramètres. Il y a aussi eu des travaux qui s'intéressent à la résolution d'une équation différentielle pour un problème physique en tête. Et donc j'en ai deux ici qui font ce genre d'application, donc qui mélangent du coup vraiment physique et algorithmique quantique. Et enfin, donc quelque chose qui va être développé bien sûr beaucoup plus tout à l'heure dans le séminaire, c'est tout ce qui est machine learning et optimisation. Donc l'article, le travail qui a vraiment donné l'essor à ces disciplines, c'est un système de recommandation dit quantique en 2017. Et depuis, donc, il y a énormément de travaux, et j'en ai cité quelques-uns qui étaient récents ici, notamment sur les réseaux de neurones et sur la programmation donc, du deuxième ordre, très utilisé en optimisation. Alors, OK. Et quel est l'impact? Alors, on a dit que l'impact, on se prépare un peu pour les machines qui arrivent, mais au fond, il y a déjà un impact potentiel en algorithme classique. Alors, effectivement, donc un article aussi tout à fait fondateur en 2019 de Tang a montré qu'il y avait une façon de déquantiser ces algorithmes. Dans certains cas, et ce qu'a montré Tang, c'est les applications qui étaient connues jusqu'à ce moment-là, permettait de déquantiser et donc d'avoir, alors d'un côté, de ne plus avoir de gain exponentiel en quantique, mais d'un autre côté, d'avoir un gain potentiellement exponentiel en classique, vu que l'algorithme est maintenant classique. Il y a même maintenant une technique très générale qui s'intéresse à quel genre d'algorithmes du coup quantiques peuvent être déquantisés. Donc ça, c'est une approche très importante parce que ces algorithmes n'ont pas besoin d'une machine quantique pour être ciblés. En revanche, donc, ces résultats ont suscité un peu une étude plus approfondie des ressources nécessaires pour ces algorithmes classiques. Alors, donc c'est ce qui a été fait en 2019. Alors, les ressources sont quand même assez grosses
Et on ne peut pas utiliser pour le moment en pratique ces algorithmes classiques. Peut-être qu'on améliorera, mais sur le papier, il y a quand même un résultat théorique ici qui est important. Une autre catégorie maintenant d'algorithmes dit quantum inspiré, donc ce n'est pas exactement déquantisé, c'est étant inspiré par ces nouvelles techniques algorithmiques qui viennent du quantique, de repenser certaines algorithmiques. Et donc il y a toute une série de travaux, plus ou moins en lien avec ce que j'ai dit, mais en tout cas qui ont été suscités par ce développement de recherche en algorithmique quantique. Donc il y en a un sur, bien sûr, résoudre des systèmes linéaires, que je mets ici, une amélioration quelques années après, et enfin d'autres travaux un peu plus appliqués pour l'analyse numérique. Donc ça fait beaucoup de références. Donc par où commencer si vraiment vous voulez commencer? Donc j'ai fait une toute petite sélection personnelle. Je pense qu'il faut déjà commencer par les articles fondateurs. Donc j'ai essentiellement présenté celui de Haro, Hasidim et Lloyd en 2009, mais il est intéressant de lire cet article. Et en particulier, il est montré en quoi ce problème est universel pour le quantique. Donc, ce problème de résolution de systèmes linéaires et quelles sont les limites de cet article, des performances. Donc, pourquoi on dit que les algorithmes actuels sont optimaux, par exemple. Donc, l'article de Berry est aussi intéressant pour les systèmes linéaires, systèmes différentiels linéaires, et bien sûr, l'algorithme fondateur qui a lancé un peu ces travaux en machine learning quantique. Alors, j'aime aussi mentionner les thèses récentes pour peut-être susciter des vocations. Donc, je note ici celle qui est en gros tout ce qu'on peut appeler l'algèbre linéaire quantique. La deuxième sur justement la résolution de systèmes différentiels et la dernière sur le machine learning. Et bien sûr, je vous invite à assister au séminaire du cours. Vous allez voir donc en profondeur l'utilisation de ces méthodes pour le machine learning dit quantique. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention.